Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Quel match? Ou plutôt, quelle démonstration d'OKC dans la deuxième mi-temps. Ce Game 1 a été une démonstration défensive. Vous savez, je regarde toujours les matchs avec un œil intéressé. Un œil de Lakers. Je suis toujours en train de me demander que font les meilleures équipes? Qu'ont-elles? Quels sont les comportements des joueurs, des entraîneurs? Et donc, j'ai toujours ce regard intéressé. Intéressé par un moyen d'améliorer l'équipe des Los Angeles Lakers. Et pour le coup, hier, ce Game 1 m'a appris tellement de choses. Des choses que je savais déjà, mais qui ont été confirmées. Et nous allons donc analyser ce match en comparaison à ce que possèdent les Los Angeles Lakers. Et surtout en projection de ce qu'ils doivent faire pour qu'ils soient compétitifs l'année prochaine, pour qu'ils soient un candidat au titre. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. OKC a fait ce qu'il devait faire. OKC a joué sa partition. Un match qui a mal commencé pourtant pour OKC. Minnesota a dominé le début de match, le premier quart-temps. Et peu à peu, OKC est revenu dans le match. À la mi-temps, ils n'ont qu'un déficit de 4 points, 48-44. Et en deuxième mi-temps, il y a un shift de 30 points qui se fait. Ils gagnent la deuxième mi-temps 70-40. Ils finissent à 114-88, plus 26. Alors, il faut le dire tout de suite, les arbitres ont beaucoup aidé OKC. Shai Gilgeous-Alexander a été protégé par les arbitres, il faut dire la vérité. Alors, j'avais misé sur le match-up Jaden McDaniels, Shai Gilgeous-Alexander. Et les arbitres ont supprimé l'influence de McDaniels, sorti pour 6 fautes. Et je réalise que peut-être que si les arbitres ne changent pas leur manière d'arbitrer cette série, eh bien Minnesota devra trouver une autre solution. Le jeu physique de Minnesota, qui a si bien fonctionné face aux Lakers, n'a pas fonctionné face à OKC. D'abord parce que OKC a répondu présent, physiquement, et ensuite parce que les arbitres ont laissé faire. Ils ont été protecteurs de Shai Gilgeous-Alexander. Ça me permet de dire une chose, une réflexion. Peut-être que la NBA a choisi son camp, en ce sens que la NBA a peut-être choisi qui sera son visage. Si les arbitres continuent à être aussi protecteurs avec Shai Gilgeous-Alexander, cela signifie peut-être que la NBA a choisi son prochain visage. Tout le monde voudrait peut-être qu'OKC gagne cette série et gagne le titre. Je m'avance peut-être un peu, mais c'est l'impression que j'ai. Beaucoup de coups de sifflet litigieux à l'avantage d'OKC. La même impression que j'ai eue lors de la série entre les Lakers et les Wolves, en faveur des Wolves, eh bien j'ai eu cette même impression en faveur d'OKC. On a vu pas mal de Shai Gilgeous-Alexander face à Anthony Edwards. Je ne m'attendais pas à ça. Et ça, c'est à cause des arbitres. Peut-être qu'il faudrait envoyer du Nickeil Alexander-Walker, le cousin de Shai Gilgeous-Alexander. Je pense que ce match-up a de l'avenir. Même si il faudra à ce moment-là penser à faire le blitz. J'avais dit que Jaden McDaniels pouvait défendre à lui tout seul Shai Gilgeous-Alexander. Peut-être que je me suis avancé un peu vite. Et alors, la clé de cette victoire, hier, nette et sans bavure, d'OKC, c'est un point tactique, un point que j'ai souvent souligné lorsque j'ai analysé les manques des Los Angeles Lakers. C'est ce fameux ball pressure, cette fameuse défense en point of attack. Et c'est là que je veux en venir. Vous savez, dans le basketball moderne, il y a 3 manières principales d'attaquer une défense, d'attaquer une bonne défense. La première manière, c'est vieux comme le monde, c'est le fameux post entry pass.
la passe en tête de raquette, à l'intérieur de la zone du elbow pour le pivot, qui de là peut distribuer. Ça rappelle un peu l'attaque en triangle de Phil Jackson. Il y a également le fameux pick and roll. Le pick and roll qui va créer des décalages, ce qu'on appelle des triggers, soit pour le porteur de balle, soit pour le roller, soit pour le popper, celui qui va ressortir pour shooter de l'extérieur. On va souvent voir ça dans la série de ce soir entre Indiana et New York. Il y a également le bon vieux drive. Et c'est là que le point of attack va jouer son rôle. Je pourrais comparer ces trois systèmes, disons ces trois manières d'attaquer la défense, pour ceux qui s'y connaissent un peu en échec, les jeux d'échecs. Par exemple, le post entry pass, je pourrais le comparer au travail que fait le chevalier. Le chevalier, il est capable d'attaquer en L, il est capable de sauter des obstacles pour aller attaquer l'ennemi. Ça, ce serait le post entry pass. Ce système-là mérite une attention particulière. Vous devez toujours surveiller ce que fait le chevalier adverse. Puisque les obstacles, il ne connaît pas, il peut passer au-dessus de vous pour vous attaquer. Je pourrais comparer le pick and roll avec la manière dont attaque le pion. Vous savez que le pion avance tout droit et attaque sur le côté. Et peut attaquer une pierre à la fois, un ennemi à la fois, une pièce à la fois. Et c'est ce que fait le pick and roll. Le pick and roll, c'est la manière pour l'attaque de manipuler la défense, en appelant les match-ups qui lui sont favorables, en exploitant les différences de taille, en appelant les pivots en les mettant en difficulté, en les faisant sortir avec du pick and pop. Ça ressemble au travail que fait le pion. Le pion avance tout droit et attaque sur le côté. Et puis il y a le bon vieux driver qui lui va attaquer frontalement et il peut partir de loin pour attaquer directement, mettre la défense en difficulté en provoquant des fautes, en provoquant des situations de déséquilibre en défense. Et ça, on pourrait le comparer au travail que fait la reine, au travail que fait la tour qui va tout droit mais qui peut aller le plus loin possible. On peut penser au travail du fou, le fou qui travaille en diagonale mais qui va également très loin. Mais dans une équipe NBA, vous avez différents types de drivers. Vous avez les drivers élites, moi je pourrais les comparer à la reine, ça veut dire qu'ils sont efficaces et ils vont loin. Et ils vont dans toutes les directions. Ils sont pratiquement inarrêtables. Et puis, il y a les autres drivers qui sont des bons drivers, mais qui ont des problèmes de playmaking, qui ont des problèmes de contrôle de leur corps. Ça, je pourrais les comparer plutôt au fou ou alors à la tour. Une fois qu'on a fait cette analogie avec le jeu d'échecs, on comprend que c'est très important d'avoir un système de défense devant le roi qui va protéger le roi. Et c'est là que le point of attack devient pertinent. Le point of attack va permettre, dans une tactique collective, d'arrêter les attaques frontales à la défense. Pour cela, il faut deux choses. Il faut un défenseur rapide qui a les mains actives et puis il faut derrière un rideau absorbant. Et c'est ce que font, par exemple, les mecs d'OKC, les pivots comme Chet ou alors comme Isaac Hartenstein. Ce sont des mecs que, une fois que vous passez le premier rideau, ils vous aspirent. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait hier soir. On analyse ça plus en profondeur. OKC possède pour moi la meilleure défense en point of attack de toute la NBA. Je ne vois pas une équipe proche de ce système de défense. Les mecs, ils avaient déjà Luguentz-Dort. Extraordinaire dans la bulle, souvenez-vous, notamment face à Houston au premier tour. Ensuite, ils vont drafter Carson Wallace. C'est un garçon que j'ai suivi à Kentucky, que je voulais voir aux Lakers. Extraordinaire en défense l'année passée et cette année. Cette année, il était moins influent, mais chaque fois qu'il avait du temps de jeu, c'est un joueur qui change l'équipe. Et alors, OKC décide de faire venir Caruso. Et là, vous avez un trio infernal de défenseurs de point of attack. Et comme je l'ai dit, derrière ces deux mecs, vous avez quand même deux tours qui aspirent les attaquants. Résultat hier soir, Minnesota, c'est 17 pertes de balles. Mais écoutez bien, Julius Randle, qui a fait un excellent match en première mi-temps, a disparu en deuxième mi-temps. Parce qu'il avait un certain succès de loin. Dès qu'il a commencé à poser la balle pour attaquer en drive, ce qui est l'une de ses forces à la base,
ça a été l'enfer. 4 pertes de balles. Anthony Edwards, pour moi, le deuxième meilleur joueur des Wolves dans ces playoffs, après Julius Randle, 3 pertes de balles. Disparu au 4e quart-temps, totalement. Jaden McDaniels, qui avait tendance, face aux Lakers, à poser la balle, à attaquer. Ça a été l'un des points forts de l'équipe de Minnesota. 3 pertes de balles. Naz Reid, qui a tendance à poser la balle, à driver, à mettre de la pression sur la défense adverse. 3 pertes de balles. Autrement dit, la défense en point of attack d'OKC a été un cauchemar pour Minnesota hier soir. Il va falloir attaquer différemment. Il va falloir attaquer plus en pick and roll et ressortir en pick and pop. Il va falloir utiliser du point of attack. Il va falloir utiliser du post-entry pass en utilisant par exemple la taille de Rudy Gobert. Rudy Gobert est un bon passeur. C'est pas un excellent passeur, mais c'est un bon passeur en pen down et en dribble end-off ou même dans le shot roll. Faut utiliser ça. Donc, hier soir, OKC a gagné pour moi là, sur ce point of attack. Maintenant, comparons les Lakers. Que possèdent-ils? Quel est l'avenir des Lakers en termes de défense du point of attack dans une ligue où les drivers athlètes de haut niveau sont dans toutes les équipes? Analysons. Alors, autant être honnête tout de suite, autant le dire tout de suite. Avec Luka Doncic et Austin Reeves, les Lakers ont sur le 5 de base la pire défense potentielle en point of attack. C'est pour ça que souvent on va utiliser Luka Doncic en tant que low man, c'est-à-dire le mec le plus bas dans le système. Par exemple, dans une défense de zone, il va être celui qui va être le plus proche possible de l'anneau. Le problème, c'est que tu en as 2 à protéger. Tu peux protéger Luka Doncic parce qu'il a la taille. Il peut prendre des rebonds, il peut être le low man. En plus, quand il va faire du close-out en deuxième rideau, il n'a pas besoin de sa vitesse intrinsèque. Il peut utiliser sa force et sa taille. Mais le problème, c'est que tu dois en protéger 2. Tu dois également protéger Austin Reeves. Et là, ça devient compliqué. Et derrière, Gabe Vincent, Jordan Goodwin, c'est pas mal du tout. Mais c'est pas du tout assez. Et alors, les gens qui ont réclamé du Dalton Connect lors des séries face à Minnesota, c'est l'une de ses faiblesses principales. Et donc là, tu as un problème face à Minnesota, tu ne peux pas le faire jouer. C'est pour ça que JJ a opté pour des formules avec DFS et avec Vando. Mais ces mecs-là, ils ont d'autres fonctions sur le terrain. Ils doivent s'occuper d'autres choses. S'ils travaillent en point of attack, ils vont s'épuiser. Et c'est là qu'on peut comparer cette équipe 2025 à l'équipe de 2020, par exemple. Quelle était l'équipe de 2020? Vous avez un patrouilleur de la défense, Anthony Davis, plus jeune à l'époque, et Dwight Howard. Extraordinaire. C'est un mec qui a été plusieurs fois défenseur de l'année. Donc, c'est un expert. En plus, une solution avec Javel McGee, en protecteur de cercle. Donc, tu as déjà ce deuxième rideau en protection. Et devant, dans le point of attack, la première ligne qui va défendre l'échiquier, tu as des chiens enragés. KCP, Caruso, Danny Green, Avery Bradley. Quand vous voyez la construction de l'équipe de 2020 et la construction de l'équipe de 2025, vous êtes face à ces failles-là. L'équipe de 2020 ressemble beaucoup à ce que possède OKC maintenant. Beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème? J'ai fait un petit tour dans la NBA. Et franchement, c'est pas facile d'aller chercher des mecs comme ça. On en parle tout de suite. Alors, j'ai fait un petit tour dans la NBA. Je vous avoue que j'ai pas vu toutes les équipes. Mais c'était juste pour vous donner une idée. Par exemple, je pense à Chicago. Il y a Jevon Carter qui est agent libre. Il est intéressant dans ce domaine-là. Il y a Lonzo Ball. Mais Lonzo Ball vient de re-signer avec Chicago. Du côté d'Orlando, il y a mes 2 préférés, Jalen Suggs et KCP. C'est pour ça qu'avec ces 2 mecs-là, Orlando est légitime. Sauf que Jalen Suggs s'est blessé gravement, out pour la saison. Et Orlando a commencé à décliner. Du côté des Bucks,
Gary Trent Jr., j'aime beaucoup. Agent libre. Les Lakers peuvent aller le chercher. Les Celtics ont peut-être l'un des meilleurs, peut-être même deux des meilleurs. Derek White, Jrue Holiday. Je pense à Dallas, on leur a donné Max Christie. Mais j'aime bien Maxence Prosper aussi. Joueur canadien d'origine haïtienne. Clin d'œil. Je pense aux Warriors, Gary Payton Jr., agent libre. Les Lakers peuvent aller chercher. J'aime bien Moses Moody également, dans ce domaine-là. Du côté des Knicks, ils ont Mikal Bridges, c'est long bras. Je pourrais citer également Josh Hart, mais Josh Hart, je préfère surtout sur un ailier. Même un ailier qui est plus grand que lui. Comme il a du coffre, il peut défendre assez bien sur les ailiers. Je le préfère en défense sur les ailiers. Les Cavs, ils n'en ont pas, à mon sens. Et ça a été leur problème. Parce que pendant toute la saison, ils n'en ont pas eu, mais ils ont été protégés en deuxième rideau par des contreurs élites, notamment le meilleur défenseur de la ligue, à savoir Evan Mobley, et Jarrett Allen, qui est pas mal non plus dans ce domaine-là. Du côté d'Indiana, c'est la même chose, d'où l'importance de Turner en couverture, en protecteur de cercle élite, et puis OKC, Caruso, Lugensdort, Gerson Wallace. Ça fait pour moi l'élite, ça fait pour moi le genre de mec que les Lakers doivent aller chercher. Mais nous avons d'autres problèmes, d'autres chats à fouetter, comme on dirait. Les Lakers ne vont pas investir sur les postes arrière, même si Rob Pelinka l'a dit. La défense sur le périmètre est également une priorité. Mais la priorité absolue, c'est quand même d'avoir un contreur en deuxième rideau. D'avoir quelqu'un qui est athlétique, qui peut protéger le cercle. Parce qu'au fond, ce qu'on a eu en 2024-2025, c'est le trade qui nous a privé quelque part des deux meilleurs éléments dans ce domaine. Max Christie en point of attack, on l'a vu face à Brunson notamment, le match au Madison Square Garden, et Anthony Davis en protecteur, en patrouilleur absolu. Quand tu perds ces deux mecs-là, tu dois trouver un moyen de remplacer ce qu'ils apportent dans ce domaine précis. À bon entendeur, Rob Pelinka. Voilà, c'en est terminé pour cette analyse, cet ensemble de constats. On va continuer à regarder ces playoffs extraordinaires. Et à chaque fois que je regarde ces playoffs, je me projette pour les Lakers. C'est comme une forme de déformation, j'ai envie de dire professionnelle, mais plutôt de fan des Lakers. Chaque fois que je regarde quelque chose, je le regarde dans la perspective des changements que peuvent apporter les Lakers pour être meilleurs, pour aller chercher enfin ce 18e titre. Donc voilà pourquoi vous devez rester sur cette chaîne. Même quand il n'y a plus de basket, il y a encore du basket. Même quand il n'y a plus de Lakers, il y a encore des Lakers. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.